Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Si les nouilles n'avaient pas été aussi légères, je n'aurais pas pu manger du tout. Tout, même la bière, m'a brûlé. Ce sont des mots écrits sur des feuilles volantes, d'une écriture déformée par la position allongée. Des listes, des fragments, quelques dessins griffonnés. Deux choses y reviennent comme des refrains ou comme des manies de fin de vie, la bière et les pivoines. Les papiers sont posés sur la table de chevet de cette chambre vaste mais monacale, la chambre du sanatorium de Kirling où Kafka va bientôt mourir. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de J'irai chercher Kafka de Léa Weinstein, publié chez Flammarion. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Léa Weinstein. Bonjour. Vous publiez J'irai chercher Kafka, un roman palpitant, une enquête rocambolesque, un page-turner comme on dit en bon français. Vous racontez l'histoire des manuscrits de Kafka qui ont échappé aux autodafés nazis, cachés dans une valise pour fuir Prague vers Tel Aviv, avant de revenir dans une bibliothèque en Allemagne. Puis vous racontez comment ils se sont retrouvés scellés dans des coffres-forts en Suisse avant de risquer d'être détruits par de l'urine d'une vingtaine de chats. Et tout cela alors que l'État d'Israël a intenté un procès aux ayants droit des manuscrits de Kafka durant près de 50 ans. Alors Léa Weinstein, j'ai une première question. Est-ce que cette aventure des manuscrits de Kafka n'est pas kafkaïenne ? Bah si, justement, c'est ce qui est assez incroyable, c'est que c'est presque une histoire que Kafka aurait pu écrire. Et pourtant, c'est une histoire qui commence au moment où il meurt, puisqu'il meurt en laissant ce testament impossible demandant de détruire tous ses manuscrits. Et l'histoire que raconte ce livre, c'est justement l'histoire des manuscrits et la façon dont ils ont été sauvés à plusieurs reprises durant le siècle qui nous sépare cette année de la mort de Kafka, qui est mort donc en 1924. Il y a quelque chose dans ce livre qui est à la fois d'une enquête littéraire, je l'ai dit, un récit géopolitico-judiciaire, mais surtout un livre d'amitié. On se rend compte que sans Max Brod, qui était le plus cher ami de Kafka, qui était d'ailleurs plus connu que lui de son temps en tant qu'écrivain, sans lui, il n'y aurait jamais eu de Kafka. Non, il a fabriqué l'œuvre de Kafka un peu comme un architecte. En fait, il l'a entièrement conçue. Il a d'abord décidé de la sauver. Bon, lui va passer ensuite sa vie à dire que de leur vivant à tous les deux, Kafka lui avait déjà parlé de ce testament, lui avait déjà annoncé qu'il lui demanderait de détruire les manuscrits, en tout cas. Et il avait refusé. Voilà, et il dit « Je lui ai toujours dit que je ne le ferai pas ». Donc, il n'avait pas du tout le sentiment d'être dans une trahison. Et pourtant, l'histoire de Max Brod, elle va beaucoup être racontée sous cet angle-là, en fait, sous l'angle de la trahison du testament. Et moi, je crois pas, c'est une autre histoire que j'essaye de défendre, en tout cas dans le livre, c'est justement l'histoire d'un sauvetage par amitié de la part d'un homme qui écrit lui-même et qui, quand même, à ce moment-là, décide d'abandonner, entre guillemets. Alors, il continue quand même d'écrire, mais en tout cas, toute son ambition, toute son énergie va être déplacée de son œuvre à lui vers l'échafaudage de celle de son ami, dans laquelle il croit. Et quand on voit les manuscrits de Kafka, donc les fameux manuscrits que j'ai pu finalement moi consulter, on se rend compte aussi du travail de Max Brod parce que c'est pas un document Word numéroté avec un ordre et des titres, etc. C'est vraiment on rentre à l'intérieur du bureau d'un écrivain qui ne pensait pas laisser ses papiers et qui les a pas destinés à la publication. Donc, il y a vraiment un travail d'édition, comme on dit, mais au sens très fort de la part de Max Brod, qui va décider de commencer par les romans, par exemple, alors qu'il aurait pu commencer par
le journal ou la correspondance. Il y a toute une réflexion et je pense qu'il a très bien réussi son coup. La preuve, voilà, on commémore cette année le centenaire de la mort de Kafka. On ne lit pas Max Brod aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, son nom est presque tombé dans l'oubli, on peut dire ça ? En tout cas, en français, oui. Le seul livre qui existe traduit de lui, c'est sa biographie de Kafka qui rassemble des documents. Voilà, il est vraiment resté comme l'ami ayant trahi le testament et en même temps nous ayant permis de découvrir l'œuvre. Je fais une parenthèse, mais c'est d'ailleurs lui qui a trouvé les titres Le Château, oui. Le procès aussi ? Oui. Le procès, le château, voilà, et même souvent les titres de chapitres en fait sont pas. Et puis même en fait, ça c'est autre chose que j'ai découvert en voyant les manuscrits. Quand il a décidé de publier le journal, ce que nous on appelle le journal et ce qu'on a entre les mains, le journal de Kafka, avec en général des dates, etc. Là aussi, en fait, ce sont vraiment des papiers qui sont ici un début de récit qui va interrompre, et puis là, un brouillon d'un autre début de récit, et là, un rêve qu'il a fait la nuit dernière. Donc ensuite, lui, il va compiler ça pour en faire un journal, et ça va accentuer le mythe Kafka, puisque le journal de l'écrivain participe de cette mythologie d'un laboratoire de l'écriture, etc. En fait, ce sont des feuilles volantes. Donc, il y a voilà, au-delà des titres, de l'ordre aussi dans lesquels il va publier les choses, il y a parfois, et vous parlez du procès par exemple, il n'y a pas d'ordre dans le manuscrit tel que Kafka le laisse. D'accord. Donc, il y a des choses, d'ailleurs en fonction des éditions, vous avez des il y a des variantes. Oui, il y a des variantes. Voilà, il y a par exemple la fameuse célèbre parabole devant la loi où l'homme de la campagne arrive devant la porte de la loi. C'est un texte qui s'est trouvé dans le procès, à différents endroits du roman selon les éditions, et un texte qui est publié aussi tout seul, comme une nouvelle. Vous voyez, donc en fait, ça montre aussi un corpus très vivant. Très vivant, oui. Ouais. Ce qui est fascinant, c'est qu'au tout début des années 30, avant qu'Hitler donc n'arrive au pouvoir, Max Brod arrive déjà à faire publier des textes de Kafka, mais ils n'ont pas de succès à ce moment-là. Ils n'ont pas tout de suite de succès. Et d'ailleurs, lorsque les nazis commencent à établir les premières listes noires d'écrivains juifs, Max Brod est dessus. Et Kafka, ça arrivera plus tard. Voilà, au début, n'y est pas, parce qu'en fait, il a publié à tellement peu d'exemplaires. Donc, de son vivant, il faut peut-être quand même préciser que de son vivant, il publie quelques petites nouvelles uniquement, dont La Métamorphose, par exemple. Et ça, voilà, c'est tiré à très peu d'exemplaires. C'est ça qui est diffusé. Les romans, au début, ont beaucoup de mal. D'ailleurs, Max Brod va aussi passer beaucoup de temps à essayer de convaincre les éditeurs de continuer à publier Kafka, alors que, voilà, au départ, les romans... C'est à perte un peu. C'est à perte, ouais, tout à fait. On a du mal à croire, à travers toute cette aventure que je n'ai pas révélée, parce qu'il faut quand même lire votre livre, que si les manuscrits ont survécu au nazisme, ils ont failli se consumer sous de l'urine de chat dans un appartement à Tel Aviv. C'est assez fou quand on y pense. C'est assez fou, et encore une fois, je n'ai rien inventé. Enfin, la réalité dépasse un peu la fiction, mais en effet, sans révéler toute l'histoire. Donc, ce qu'on peut peut-être juste dire, c'est que en 1939, Prague, où vit Max Brod, est donc envahie par les nazis. Il va faire partie des tout derniers juifs à quitter la ville. Il a obtenu un visa d'émigration pour la Palestine à l'époque. Donc, il va faire ce voyage clandestin. Il va quitter Prague, qu'il ne reverra pas. Et il va choisir, à ce moment-là d'ailleurs, d'emporter avec lui les manuscrits de Kafka et de laisser les siens. Les siens, ouais. Voilà, donc c'est vraiment, encore une fois, l'histoire d'un sauvetage. Donc, les manuscrits font ce voyage, arrivent avec Max Brod à Tel Aviv en 1939. Il va passer la guerre là-bas et il va rencontrer assez vite une femme avec qui il va travailler à ce chantier de publication et à qui, lui, plus tard, au moment de sa mort en 1968, Max Brod va léguer à son tour, donc un autre testament, le fonds Kafka dont il est dépositaire à cette femme avec qui il a travaillé. Et c'est ensuite cette femme qui va donc poursuivre l'histoire et qui va se retrouver dans un procès rocambolesque contre l'État d'Israël. Mais cette femme,
elle vivait dans un appartement rue Spinoza à Tel Aviv et elle avait une passion pour les chats, sachant qu'en Israël, les chats sont en majorité des chats errants qui vivent dans les rues. Donc, c'est pas des chats domestiques comme on en a ici. On est plutôt du côté de l'Orient et donc les chats, ils passent, si vous voulez, dans les appartements. Donc, ils passent dans cet appartement, grosso modo, manger des croquettes et faire leurs besoins. Donc, les manuscrits sont conservés dans cet appartement où concrètement, et ça va être débattu au procès, la question va être débattue au procès de savoir donc il y a combien de chats dans cet appartement pour prouver à quel point les manuscrits étaient mal conservés et donc ce qui justifiait de les rassembler à la Bibliothèque nationale. Il y avait d'autres choses aussi, des cafards et des détritus, de ce que j'en ai lu. Oui, parce que donc après, la fille de cette femme, elle, avait une espèce de maladie mentale, si vous voulez, qui a fait qu'à la fin de sa vie, elle a vécu dans un appartement jonché de déchets. Et les chercheurs qui sont allés récupérer les manuscrits là et qui me l'ont raconté ont vraiment tous décrit un truc où le lendemain, enfin le jour 2 de cette opération de sauvetage, encore une fois, des manuscrits, ils sont revenus avec des combinaisons, des masques, voilà, tellement les odeurs étaient nauséabondes. Voilà, je pense qu'ils étaient vraiment menacés par la pourriture. Et aujourd'hui, Kafka fait partie de ce qu'on appelle les classiques de la littérature. Qu'est-ce qui reste de l'auteur aujourd'hui et qui sont ses héritiers selon vous aujourd'hui ? C'est une bonne question. Qui sont ses héritiers ? Je pense qu'il y a quand même une galaxie d'écrivains qui s'est un peu formée comme ça autour de Kafka, dans un dialogue. Je pense par exemple à l'écrivain israélien Aaron Appelfeld, qui a quand même beaucoup revendiqué sa lecture de Kafka, qui est mort aujourd'hui, mais qui est très habité comme ça. Plus près de Kafka et donc un peu plus loin de nous, il y a des écrivains comme Robert Walser, par exemple, Thomas Bernhardt aussi, dans cette Europe centrale et orientale, ou l'écrivain Bruno Schulz aussi, qui est plutôt contemporain de Kafka, mais on s'aperçoit qu'il y a une galaxie comme ça d'auteurs de cette Europe centrale, d'avant ou pendant la guerre, et qui a infusé ensuite jusqu'à aujourd'hui. Les histoires rocambolesques, de récits absurdes et d'amitiés magnifiques, la littérature en est pétrie. Alors, quel livre illustre pour vous l'adjectif kafkaïen ? Alors, je pense à la trilogie autobiographique de Thomas Bernhardt. Et donc, le premier tome s'intitule « Un enfant ». Et je pense que ça a quelque chose d'assez kafkaïen parce qu'il y a ce mélange de quelque chose de complètement terrifiant sur la manière dont l'enfant est décrite et la cruauté ambiante et tout ça. Et il y a en même temps cet humour. Et dans l'adjectif, il y a justement les deux. C'est-à-dire que les choses sont tellement, quand elles sont kafkaïennes, sont tellement étranges et cruelles qu'elles en deviennent comiques. Et il y a cet équilibre, cette ambivalence chez Thomas Bernhardt. Quel livre vous a fait aimer lire ? Alors, c'est pas Kafka, ça c'est sûr. C'est pas Kafka qui m'a fait aimer lire. En fait, j'ai été assez saisie alors c'est pas l'enfance, c'est pas forcément un des premiers livres que j'ai lus, mais un livre qui m'a vraiment marqué et qui m'a lancée comme ça dans le désir de lire, c'est Les mots de Sartre. Parce que j'ai été très marquée par cette partition du livre, donc c'est encore une autobiographie et c'est encore sur l'enfance d'ailleurs, mais j'ai été très marquée par cette partition du livre entre la première partie qui est lire et la seconde qui est écrire. Et donc comment c'est justement le fait de lire qui va peu à peu le mener à l'écriture et donc le révéler un peu à lui-même. Ça m'a beaucoup touché. Parler. Quel livre vous a fait pleurer ? Alors, je pleure beaucoup. Je suis très... D'accord. Je veux dire, ça m'arrive assez fréquemment de pleurer en écoutant de la musique. Alors, en lisant, si, ça m'arrive aussi. Alors, quel est le dernier livre qui vous a fait pleurer ? Le dernier livre qui m'ait fait pleurer. J'ai lu un livre dans une nouvelle traduction d'ailleurs, et on voit un peu mes goûts se dessiner, mais un livre qui s'intitule Mars de Fritz Zorn. Et donc là, c'est un grand classique là aussi. Suisse, voilà. Et alors là, ça m'a fait pleurer parce que c'est terrible. C'est un homme qui est jeune et qui est atteint d'un cancer et qui
va mourir. Enfin, le livre est vraiment dans cette description de la fin de sa vie et qui essaye de comprendre d'où a pu venir ce mal, cette douleur à l'intérieur de sa famille. Et j'ai trouvé ça absolument tragique. Et la nouvelle traduction chez Gallimard est magnifique. Quel livre vous a fait rire ? Alors ça, c'est une chose que je voudrais dire quand même sur Kafka aussi, c'est que il y a des choses drôles dans Kafka, dans ce monde. Il y a des choses qui, moi, parfois me font vraiment rire. Aussi dans la manière dont il utilise le détournement tout le temps, c'est-à-dire que souvent il va commencer une nouvelle en prenant, ou une lettre d'ailleurs, en prenant une situation, par exemple un Indien sur un cheval. Et puis petit à petit, il va tout enlever. Non, en fait, il n'y a pas de cheval. Non, en fait, il n'y a pas d'Indien. Et donc en fait, il n'y a rien. On se retrouve face à ce vide et ça, je sais pas, moi ça me fait beaucoup rire et donc j'essaye de me battre pour défendre aussi un Kafka drôle et qui sorte un peu de cette image, voilà, excessivement sombre, désespérée, tragique, qu'il est aussi, mais qu'il n'est pas seulement, je pense. Quel livre vous a mis en colère ? C'est pas tellement un affect que j'associe, parce que si c'est des livres qui m'énervent, je les lis pas, quoi. Du coup, vous les laissez tomber, on est d'accord. Oui, c'est ça. Donc, alors oui, on peut ressentir de la colère. De la révolte, peut-être. De la révolte, quand on... Non, alors, je suis assez révoltée quand même par... quelque chose qui n'est pas très original à dire, mais... qui est l'invisibilisation des femmes dans l'histoire de la littérature et notamment dans l'écriture. Ça, c'est quelque chose qui me touche vraiment assez de manière très immédiate, comme ça, très directe. J'ai lu, par exemple, un très beau recueil. Le recueil s'intitule « Un léger mieux ». Et c'est justement un recueil, c'est très très beau, où cette jeune auteure, Shoshana Rapaport, imagine des femmes écrivaines en train d'écrire. Donc il y a Virginia Woolf, il y en a plusieurs, et ça donne l'occasion de petites fictions comme des petites nouvelles comme ça, où elle les imagine en train d'écrire. Et ce que c'est pour une femme d'interrompre sa vie pour se donner le pouvoir d'écrire. Et ça, alors ça m'a pas mise en colère, mais ça a apaisé peut-être quelque chose d'une révolte que je peux ressentir sur la place des femmes dans la littérature, mais aussi dans l'écriture, dans la possibilité même d'écrire, en fait. C'est dur d'écrire pour une femme. J'ai une dernière question. Quel livre aimez-vous offrir ? Alors, j'aime beaucoup offrir un livre qui s'appelle Bleuet de Maggie Nelson, qui est un très beau livre de fragments, dans lequel je trouve que chacune et chacun peut justement trouver quelque chose et qui est une longue méditation sur la couleur bleue. Voilà pourquoi le bleu va vers le blues, par exemple, vers la tristesse, vers la mélancolie, mais pourquoi c'est aussi la couleur du ciel et la couleur de la poésie souvent. Et donc il y a comme ça une méditation par fragments. Voilà, ça vient de sortir en édition de poche aux éditions du Sous-Sol. C'est un très beau livre. Ça donne très envie, et ça donne aussi envie de relire le livre bleu de Michel Pastoureau, donc sur les couleurs. Oui, les couleurs, ouais, tout à fait. Je rappelle que vous êtes l'auteur de J'irai chercher Kafka, publié chez Flammarion. Merci Léa Weinstein. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.